Alors bonjour à tous. La dernière fois, nous avons discuté ou nous avons parlé de la détection de collision. Bonjour. De la détection de collision. Donc nous avons vu comment les objets qu'on a modélisés, on les a importés dans la scène. Quand les objets, donc on a pu interagir avec les objets, donc on a vu comment interagir et c'est quoi une interaction. Ensuite, les objets en mouvement, on avait vu qu'ils peuvent rentrer en collision et on a vu comment détecter la collision et comment peut être une réponse à la collision. Donc, une des réponses à la collision, on a vu que c'était, on pouvait avoir un retour haptique. Ça veut dire qu'on ressent la sensation, d'accord? Donc, on ressent le mouvement de la force dans la main. Donc, on avait dit, il faut bien sûr avoir le matériel nécessaire pour pouvoir le faire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment, d'accord? Comment permettre à l'utilisateur de ressentir cette force suite à une collision. Donc, pardon. Alors, on avait dit, voilà, donc c'est en fonction du dispositif ou en fonction du matériel nécessaire qu'on puisse ressentir la force. Donc là, regardez, vous avez un schéma, d'accord? Vous avez un schéma où vous avez un joystick de retour d'effort qui est en forme de stylo. On les appelle stylos parce qu'on a le bout, la grippe, où on peut ressentir la force est sous forme d'un stylo. Donc, on les appelle stylos pour retour d'effort. Donc, on a l'opérateur, donc celui-là, la main de l'utilisateur. D'accord. Donc, on va voir si c'est une boucle qui commence par l'utilisateur. L'utilisateur, alors ce joystick pour retour d'effort, c'est aussi le moyen utilisé pour interagir avec l'application. Donc, l'opérateur l'utilisateur va bouger son stylo pour faire bouger dans l'environnement virtuel l'objet en interaction. Donc, il y a une relation entre la position du stylo et la position d'un objet dans l'environnement virtuel. Quand l'opérateur va le bouger donc pour interagir avec, pour le déplacer par exemple, à travers l'interface haptique, il y a la position qui a changé. Donc, à l'intérieur, donc ça c'est à l'intérieur du dispositif haptique, il y a les coordonnées cartésiennes de l'objet donc virtuel, d'accord. Sur le simulateur physique, la position a changé. Sur le simulateur graphique aussi. Donc, on a deux boucles, d'accord. On a ce qu'on appelle deux fonctions. On a une fonctionnalité graphique, c'est visuel, c'est ce qu'on regarde, ce qu'on voit. Et la fonctionnalité physique, c'est le retour d'effort ou c'est la force, d'accord, ressentie. Donc, quand vous allez construire un environnement virtuel avec un retour d'effort ou un autre retour, d'accord, autre que le retour visuel ou graphique, il va falloir définir deux fonctionnalités. Généralement, ou bien ce qui est le plus adapté, c'est l'utilisation de deux threads, un thread graphique et un thread physique. D'accord. Donc, dans le thread graphique, donc la fonction graphique, la position de l'objet va se déplacer. Elle va bouger. D'accord. Imaginez que j'ai mon objet qui a bougé, il a touché un autre. Donc, je vais ressentir la sensation d'avoir touché quelque chose. D'accord. Comment on va avoir cette sensation? Donc, de 1, dans le graphique, nous allons voir qu'il s'est déplacé. Il a donc,
il est rentré en collision avec un autre objet, d'accord? Dans le simulateur graphique, il va calculer l'amplitude de cette force, d'accord? De combien il a touché cet objet-là. Cette position donc, de l'objet, elle est retransmise au couplage bilatéral. C'est celui-là qui va produire la force. D'accord? Donc, l'effort, il est transmis au joystick. D'accord? Et par le joystick, il est transmis à l'opérateur, donc à l'utilisateur. Donc, et là, on ferme la boucle. Donc, la boucle a commencé par l'utilisateur qui a juste fait bouger, d'accord, le stylo, et elle se termine par la sensation de force qui est injectée et transmise à l'utilisateur. D'accord? Donc, ça, c'est la boucle, ce qu'on appelle une boucle haptique. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire attention, quand on a ce genre d'application, les joysticks à retour d'effort fonctionnent avec une fréquence, d'accord, de rafraîchissement qui est beaucoup plus grande que la fréquence de rafraîchissement graphique. Donc, il va falloir au programmeur, d'accord, et donc vous, faire attention pour que ça soit homogène. Donc, au même temps, je vais voir l'objet qui s'est déplacé, en même temps, je vais ressentir la force de collision injectée et donc ressentie dans la main, d'accord? Donc, ça, c'est exactement ce qu'on avait dit, l'acquisition de la position, d'accord? Donc, on voit des consignes de force. Donc, voilà. Donc là, maintenant, la fréquence graphique, elle dépasse les 25 Hz. On dépasse les 60 Hz actuellement. Par contre, la fréquence de calcul pour le retour d'effort, pour un joystick, doit dépasser les 1000 Hz. D'accord? Donc, on voit qu'il y a... c'est différent. Et donc, il va falloir faire attention quand on calcule pour que ça soit homogène. Donc, le rendu graphique et le rendu haptique soient homogènes. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Et donc, voilà. Alors, maintenant, comment peut-on calculer cette force transmise à l'utilisateur? Donc, il y a différentes approches. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'approche par contrainte. Donc, une fois que la collision est détectée, nous avons vu les méthodes de détection de collision. D'accord? Donc là, il y a un système d'équations qu'il va falloir calculer. Et donc là, dans cette méthode-là, on imagine, d'accord, comme si là, il y a eu collision, d'accord, et qu'il y a eu une distance d'interpénétration. C'est-à-dire comme si que les objets, d'accord, se sont pénétrés suite à cette collision. Et donc, on va calculer la distance, d'accord, entre la surface de l'objet et, d'accord, la distance d'interpénétration. C'est en fonction de cette distance-là qui va déterminer l'amplitude de cette force. Pourquoi? Parce que regardez, quand vous allez envoyer une balle, par exemple, sur un objet qui est mou, d'accord, on va voir que l'objet mou, d'accord, va se déplacer, d'accord, va changer de forme. Il va changer de forme avec une distance. D'accord? C'est cette distance-là. Quand vous allez lancer la balle avec une force F1 et une force F2 différentes, la distance et donc la déformation va être différente. D'accord? Donc, si je lance F1 avec une force F1, d'accord? Donc, je vais déformer mon objet avec une certaine distance. D'accord? Si ma force F2 est plus grande que la force F1, la distance à la réception de la balle va être plus grande. D'accord? Donc, et puisque on sait que la force appliquée, c'est la même force retournée avec un signe négatif. D'accord? Et donc, je vous avais dit, c'est l'opérateur qui commence à faire le mouvement. D'accord? C'est lui qui a envoyé la balle. Donc, s'il a envoyé la balle avec la même force, c'est exactement la même amplitude qui va être ressentie, mais dans le sens contraire, parce qu'il va maintenant la recevoir. D'accord? Donc, c'est en fonction de cette distance. Donc, une autre façon de faire, c'est une approche impulse qui est basée sur le temps. D'accord? C'est une approche plus ponctuelle dans le temps et dans l'espace.
Et donc là, ça sera par rapport à la vitesse de déplacement. Ça veut dire que si ma balle, elle va vite, ça veut dire que la force retournée va être grande. Si la vitesse est petite, ça veut dire que la force retournée va être petite. Donc c'est proportionnel à la vitesse et non pas proportionnel à la distance. D'accord. Ensuite, il y a l'approche par pénalité. Alors, l'approche par pénalité, c'est la plus utilisée pour les objets élastiques et donc, par exemple, pour les objets déformables et aussi, par exemple, objets. Alors, ça va être dans tous les simulateurs chirurgicaux, par exemple, ou de palpation, alors tout ce qui est humain. Pourquoi? Parce que les tissus humains, d'accord, sont élastiques. Ils ont ce qu'on appelle un module d'élasticité. Donc, le module d'élasticité de la peau, d'accord, il va être un petit peu différent du module d'élasticité du muscle, par exemple. Et le module d'élasticité du muscle va être différent du module d'élasticité de l'os. D'accord. Donc, c'est en fonction, si par exemple c'est un simulateur qui va sur l'abdomen, je vais avoir une élasticité particulière. Si je vais être sur le système articulaire, je vais avoir une autre élasticité. D'accord. Et donc là, on utilise ce qu'on appelle la loi de Hooke, qui dit que la force, elle est égale à module d'élasticité multiplié par la distance euh, parcourue, la distance d'interpénétration. Ensuite, bien sûr, il y a des combinaisons. C'est-à-dire qu'on va prendre deux méthodes de base et les combiner. Donc là, pour créer des approches hybrides. D'accord. Donc là, par exemple, il y a une approche hybride qui est impulse et pénalité. D'accord. Après, voilà, c'est-à-dire qu'on va combiner les méthodes pour maximiser ou bien pour optimiser le résultat. D'accord. Donc, on a vu qu'il y a trois méthodes pour calculer le retour des forces. On a vu l'approche par contrainte, et donc on utilise la distance. Il y a une approche par pénalité, plutôt impulse, on utilise le temps et la vitesse. Et une approche par pénalité, on va utiliser la loi de Hooke. Alors, maintenant, il se peut, d'accord, il se peut qu'on n'ait pas le joystick à retour d'effort pour pouvoir calculer cette force et la transmettre à l'utilisateur. Donc, on a un plan B. D'accord. Le plan B, c'est quoi? C'est d'utiliser le pseudo-haptique. D'accord. Le pseudo-haptique, c'est quoi? Donc, ça, c'est le pseudo-haptique. Pseudo-haptique, ça veut dire qu'on va utiliser un autre sens. D'accord. On ne peut pas utiliser le sens haptique ou le sens de la force ou le toucher. On va utiliser un autre sens, par exemple, comme la vue et l'odorat. Par exemple, si je vais, je reprends l'exemple de lancer de balle. Donc, si je vais lancer ma balle sur un objet qui est déformable, d'accord? Si je vais voir une grande déformation, donc forcément, moi-même, je vais déduire que la force de jet de balle, elle est grande, d'accord? Et donc, la force d'impact va être grande. Si je vois que la balle lancée a eu une petite déformation sur l'objet déformable, ça veut dire que là, la force de retour va être petite. D'accord. Donc, j'ai remplacé la force, d'accord, que je ne peux pas ressentir, mais je n'ai pas le joystick pour le ressentir, avec une déformation et donc avec la vue, donc avec un aspect visuel. C'est ce qu'on appelle le pseudo-haptique. Donc, on va compenser un sens par rapport à un autre. D'accord. Par contre, donc, dans le retour dissipatif ou bien le retour actif, d'accord, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est là où on utilise une interface haptique. D'accord. Là, on a une interface haptique, il n'y a pas de souci, on peut le faire. On ne peut pas le faire, on utilise du pseudo-haptique, donc on va compenser par un autre sens. Sinon, on va utiliser du haptique passif, et donc là, je vais utiliser de vrais objets. D'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci. Donc là, on va faire un petit peu le tour de ce qui existe sur le marché comme périphérique où on peut utiliser pour le retour d'effort. D'accord. Donc, on va commencer par... On commence par les gants. Allez.
Alors, regardez, ça, c'est les gants à retour d'effort. Donc, par exemple, vous avez les Manus VR, l'une des plus récentes, les plus confortables, vous avez vu. Et donc, on peut avoir la force sur quatre doigts. D'accord? Donc, ce genre de dispositif donc, est muni de capteurs de position et d'orientation, parce que quand on va transmettre la force, il va falloir calculer. Donc, on a vu qu'on calcule des distances, d'accord? Donc, il va falloir aussi savoir comment la main se déplacer, d'accord, pour ressentir cette force-là. Donc, elle combine, donc on peut l'utiliser comme capteur de position et orientation, d'accord, à 6 degrés de liberté, mais en plus, on peut avoir aussi le retour des forces sur les doigts et sur la paume des mains, d'accord. Je dirais aussi l'une des moins chères, d'accord. Euh, je vous ai mis, voilà. Alors, ça c'est les bras, voilà. Alors, dans le même type de gants, il y a les gants Aptix. Il y a les gants Aptix. Ils coûtent, donc ils sont à partir de 2499 $. D'accord? Prix 2020. Donc, je vous ai mis les prix sur le polycopie du cours, d'accord, que je vais vous donner. Donc là, je vous donne des prix indicatifs parce que vous vous rappelez, au départ, je vous avais dit, on a un cahier de charge et on a des contraintes. Donc, quand on choisit un matériel, il faut connaître son prix pour savoir est-ce qu'on peut l'utiliser ou non, suivant notre application, bien sûr. D'accord? Alors, voilà. Donc là, je voulais vous donner le prix indicatif. Donc, ça, c'est les Manus VR. Les Manus VR, je pense si je me rappelle bien, elles sont moins chères. D'accord? Elles sont moins chères que les Aptix. Les Aptix, je vous avais dit, ils sont autour de 2500 $ ou bien à partir de 2500 $. Après, on a ce qu'on appelle les exosquelettes. Donc, Aptix et Manus VR sont des gants. Après, on a les exosquelettes. Regardez, on a comme un squelette, d'accord, qui est sur la main, d'accord. Donc, chaque doigt, dans chaque articulation de doigt, est capté par un squelette, d'accord. Donc, les Rogers Masters sont des exosquelettes, les Cybergrace aussi, d'accord, Dexmo et Cyberforce. Alors, Cyberforce, donc, alors, je vous ai donné les plus connus, les plus utilisés sur le marché. D'accord? Donc, ça, c'est pour pareil. Hein. Donc, on peut avoir capté la position des doigts, leur orientation, et en plus ressentir la force. Donc, la force, elle est injectée sur le doigt. Après, on a, alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était le virtuose. Le virtuose, alors, il y en a qui disent, bon, le virtuose est démodé, mais en fait, non. Hein. Le virtuose est un joystick à retour d'effort à 6 degrés de liberté qui est encore utilisé. En fait, ils sont, même s'il il est apparu il y a longtemps, ils sont à chaque fois mis à jour et optimisés. D'accord. Donc, le virtuose, certains pensent parce il est apparu il y a longtemps qu'il est dépassé. En fait, non. Il est toujours d'actualité. C'est même l'un des plus performants joysticks à retour d'effort à 6 degrés de liberté. Alors, je vais vous donner son prix. Alors, pour l'avoir, il a fallu. Alors, je vais vous dire. Je ne me rappelle pas, je l'avais mis sur le document. Alors, les virtuoses, il est à 1000 $. D'accord? Donc, je vous ai mis les prix 1000 $. Alors, les virtuoses, il est de Sensible Technology. D'accord? Sensible Technology, c'est une boîte française. D'accord?
Donc ce périphérique est à 6 degrés de liberté, donc j'ai dû les contacter pour avoir le prix parce que les marchands en fait ne voulaient pas donner le prix, c'était bizarre. Alors, bon, eux ils m'ont répondu, donc ils ont été sympas. Voilà, donc à titre indicatif, donc vous avez celui-là, vous avez aussi Phantom, il est aussi à 6 degrés de liberté, d'accord. Après, c'est d'autres boîtes, hein. Aptic Masters, le Delta, euh, celui-là aussi, celui de Sensible Technology. Voilà. Celui-là aussi, c'est le Omni, d'accord. Celui-là, c'est le Omni 3D, d'accord. Alors, celui-là, il a 6 degrés de liberté. On avait parlé du Virtuose, il a 6 degrés de liberté. Par contre, celui-là, c'est le Omni, il est à 3 degrés de liberté. Je vous avais expliqué les degrés de liberté, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, c'est quoi un degré de liberté? Voilà. Donc, quel mouvement on peut faire sur quel axe? D'accord? Donc, si on parle de 6 degrés de liberté, on avait dit qu'on peut faire déplacement sur les trois axes, donc 3 degrés de liberté, plus orientation sur les trois axes, donc 6 degrés de liberté. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serai plus à l'aise en utilisant un joystick à 6 degrés de liberté qu'un à 3 degrés de liberté. Après, les degrés de liberté qui manquent, regardez, si vous voyez bien, ici, il y a des boutons. D'accord? Donc, il y a des boutons programmables. Donc, comme pour le pseudo-haptique, nous allons compenser ce qu'on ne peut pas faire par de la programmation. D'accord? Le mieux, bien sûr, si je suis en train de simuler un mouvement à 6 degrés de liberté, vaut mieux utiliser un joystick à 6 degrés de liberté comme le Phantom ou le Virtuose. Après, si on ne l'a pas, parce que ceux qui sont bien sûr à 3 degrés de liberté, ils sont moins chers que ceux à 6 degrés de liberté. Donc là, on va compenser les libertés qu'on ne peut pas pour les programmer avec les boutons. D'accord? Après, je voudrais vous parler de celui-là. C'est le Falcon. Alors, celui-là s'appelle le Falcon de Novint Technology. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, Novint, c'est une boîte de gaming donc, qui produit des outils de gaming, mais j'ai vu qu'elle n'est plus. D'accord? Ils ont arrêté l'activité récemment. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une boîte américaine. D'accord? Du Falcon, c'est une boîte américaine. Apparemment, elle a cessé ses fonctionnalités il y a deux ans. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Alors, celui-là, c'est un joystick à 3 degrés de liberté qui était destiné au départ au gaming. Donc là, on voit bien sûr, regardez ce qu'on voit, il y a un pistolet accroché à la grape. Et donc, on peut l'utiliser par exemple dans un jeu de tir. Après, il s'est avéré que c'est un joystick qui était performant et qu'on peut aussi l'utiliser dans d'autres applications pour plus de simulation. Il est même utilisé dans simulation médicale. D'accord? Donc là, lui, quand il est vendu donc, avec une petite poignée. D'accord? Après, on peut personnaliser la poignée. Là, par exemple, elle est personnalisée avec un pistolet. Elle peut être personnalisée avec autre chose. D'accord? Alors, je vous avais dit, il est destiné initialement au gaming, donc l'un des moins chers. Il est à 250 $. D'accord? À 3 degrés de liberté, on peut avoir un retour d'effort jusqu'à 9 newtons. Il est assez performant. D'accord? Donc celui-là, je vais vous le montrer en TP. On va faire un TP en utilisant ce joystick. D'accord? Donc ça, c'est un joystick personnel, d'accord, que j'ai acheté personnellement, que j'utilise dans mes travaux. Donc je vais vous le ramener en TP pour que vous puissiez le manipuler. Alors, quand on utilise ce genre de joystick, d'accord, je vais vous montrer donc la partie pratique. Donc voilà, donc c'est celui-là, d'accord, c'est celui-là, voilà, avec une poignée, regardez, une poignée comme ça qui rentre, d'accord. Il a des boutons programmables aussi, d'accord.
Maintenant, comment on les utilise? Je vais vous montrer comment utiliser ce genre de périphérique. D'accord? Donc, regardez, ici, ça c'est un bout de code, d'accord? En C++ qui permet euh, de faire, bien de calculer le retour d'effort par pénalité. D'accord? Alors, c'est un joystick, donc c'est un matériel, donc il faut son SDK. Donc, automatiquement, quand on achète le matériel, on a le SDK qui vient avec, qui est mis en ligne gratuitement parce que de toute façon, on a payé l'outil. D'accord? Et donc, on installe, donc on a un environnement de travail Visual Studio par exemple. On installe le SDK, donc on installe les bibliothèques pour l'utiliser. Ensuite, d'accord, il suffit d'avoir de déterminer ou bien de fixer la force retournée. Donc ici, par exemple, d'accord, on a dit que c'était une approche par pénalité. L'approche par pénalité, on avait dit que c'était la distance multipliée par le module de Young. D'accord? C'est le module d'élasticité. Là, c'est le module d'élasticité. D'accord? Donc, la force, elle est retournée. Je vous avais dit, quand on utilise ce genre d'application ici, on va être obligé de passer à une programmation multithread. D'accord? Donc, il y a un thread haptique qui va calculer la force. D'accord? Il va imaginer que D était calculé par une détection de collision. D'accord? Donc, dans le code, on a une détection de collision entre deux objets. On récupère la distance d'interpénétration dans la méthode de détection de collision. Donc, on peut avoir utilisé n'importe quelle méthode de détection de collision exacte. D'accord? On a déjà vu ça. On ne peut, pour avoir un retour d'effort, il faut être dans une détection exacte. D'accord? Ensuite, d'accord, donc on a donc une fonction, d'accord, prédéfinie dans le SDK de l'outil qui va donc injecter, d'accord, donc récupérer la position donc du cerveau, d'accord, la position, on avait dit, on récupère la position de l'effectueur et on injecte les forces, d'accord, on send force to device, on injecte la force calculée, d'accord, sur chaque axe, puisqu'il est à sa 3 degrés de liberté, donc il a trois axes, d'accord. Donc on va appliquer la force, par exemple, c'est la même force qu'on va appliquer sur les trois axes, d'accord. Donc ça, c'est une fonction prédéfinie, d'accord, dont le SDK, qui, nous, on a en fait qu'à calculer la force et la préciser. On envoie sur force servo, par exemple, d'accord. C'est une variable, d'accord, qui est chargée de transmettre, d'accord. Donc la fonction va transmettre la force sur le joystick et l'utilisateur va ressentir cette force. D'accord? Donc, on a une boucle, d'accord, qui va tout le temps, va chercher à trouver la position de l'effectueur. Parce qu'on avait dit comment calculer, comment la boucle, on avait vu tout à l'heure la boucle du calcul du retour d'effort. Et donc, l'utilisateur va faire bouger le joystick, d'accord, la boule du joystick ou le stylo du joystick. Et donc, cette position, elle est tout le temps captée. Donc, il y a un module d'écoute, d'accord, pour capter cette position de l'utilisateur. C'est cette position qui va être utilisée dans une détection de collision. D'accord? La détection de collision va nous retourner la distance d'interpénétration avec laquelle on calcule la force et on l'injecte au dispositif à retour d'effort. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour vous montrer comment donc pratiquement, d'accord, on a vu les méthodes méthodes de calcul du retour d'effort et la boucle haptique. Donc là, c'est le côté pratique, d'accord, comment réellement on va programmer pour ressentir cette force. D'accord. Donc on va faire un TP sur ça et je vais vous le ramener et vous allez ressentir la force. D'accord. Donc, on a vu, pour rappel, pour le retour d'effort, on a vu les gants et exosquelettes. On a vu les stylos et bras. Ensuite, on a les souris. D'accord. Les souris vont être des souris à vibration. Alors, bien sûr, on ne va pas ressentir la force comme force, mais on va ressentir plus des vibrations. D'accord.
Alors, on a un autre système qu'on appelle le système à câble. Donc, celui-là, vous avez regardé, on va utiliser, ici, on a une boule, la boule rouge, que l'utilisateur va utiliser pour déplacer cette boule pour interagir avec l'application. D'accord? Donc, vous voyez bien à la tête du PC que c'est un modèle qui est ancien. D'accord? Ensuite, en fonction, regardez, il y a des fils. Donc, la boule, euh, elle est rattachée à des fils. Et donc, en fonction, c'est ces fils-là, quand l'élasticité des fils-là va nous donner la force. D'accord? Donc, ça, c'est un speeder, on va dire, ancienne première génération. À droite, vous avez un speeder, dernière génération, à taille humaine. Donc là, c'est le premier, donc un robot à câble pratiquement pour utilisateur. Donc l'utilisateur va ressentir la force non seulement dans la main, mais il va la ressentir sur tout le corps. D'accord? Ça peut être utilisé dans un simulateur, par exemple, de montagne russe ou un simulateur de jeu dans le sens, je sais pas comment on appelle ça. Euh, Oui, ça peut être un simulateur de vol, mais pas, oui, un vol, astronomie aussi. Donc tout ce qui est astronomie, on peut aussi l'utiliser. On peut aussi l'utiliser dans les jeux, ce qu'on trouve dans les parcs d'attractions, comme le Grand 8 et tout ça. D'accord? Donc ce genre de jeu où on ressent la force en fait de partout. Après, on a vu force, il y a aussi le toucher, tactile. Donc, tout ce qui est tactile. Donc, on a par exemple la souris e-fil, d'accord, de Logitech, où on peut sentir la sensation du toucher. Donc, tactile, c'est le toucher. Le retour d'effort, c'est plus une force. D'accord? Donc, ça, c'était par rapport au retour haptique. Donc, on a vu tout ce qui est retour haptique. Donc, on a vu comment calculer la force, quels sont les dispositifs ou le matériel disponible sur le marché pour pouvoir le faire. On a vu un petit peu la différence de prix, d'accord, et un exemple réel, d'accord, de programmation, comment le programmer pour ressentir cette force. Maintenant, on va voir qu'on peut avoir un autre type de retour, par exemple le retour sonore. On peut avoir un retour sensoriel qui est sonore, d'accord, mais pour le faire, il faut positionner, d'accord, les enceintes sonores à des positions bien précises pour que l'utilisateur se sente immergé, d'accord, dans l'environnement. Donc, pour une meilleure immersion, donc on va avoir un dispositif donc, ou un amplificateur de son juste en face, de à plus ou moins 30 degrés, de côté à 110 degrés et de derrière à de 135 degrés. D'accord? Donc ça, c'est un système de son version 7.1. Alors, on peut aussi avoir, le premier retour qu'on peut avoir, c'est un retour visuel. Dans le retour visuel, d'accord, on avait dit qu'on peut être aussi à différents degrés d'immersion. Donc ça peut être des écrans, un grand écran, un écran sphérique, un écran courbé, ou bien une pièce munie d'écran, c'est ce qu'on appelle une cave. D'accord? Donc là, c'est une cave où on peut avoir toute, on va avoir toute la pièce en écran. D'accord? Je vais vous montrer une vidéo.
Alors, regardez, là, c'est ce qu'on appelle, même l'espace où on monte la cave, ce qu'on appelle une chambre blanche. Donc, elle doit répondre à des critères. Donc, vous regardez que toute la chambre, toute la pièce, elle est blanche. Alors, c'est muni de projecteurs. Regardez, projette sur chaque écran et chaque mur est un écran. Donc, non seulement la pièce, elle doit répondre à des critères hauteur, largeur, la couleur, elle doit être blanche. Donc regardez, ça c'est l'environnement virtuel. Il est projeté sur... Donc c'est un cube, donc à toutes les facettes du cube. Même au-dessous. Et elle se déplace dans l'environnement à l'aide de joystick. Elle a un joystick dans la main. Elle a sélectionné avec quoi? C'est quoi la métaphore utilisée ici? Non, la métaphore. Elle a utilisé un joystick en termes d'objet physique. Mais la métaphore virtuelle, c'est quoi? Avec quoi elle sélectionne? On a vu les métaphores dans les méthodes de sélection et de manipulation. Donc là, elle utilise la métaphore pointeur virtuel. Elle sélectionne en utilisant un pointeur.
Donc là, on a vu dans... En fait, ce que vous venez de voir, c'est ça. D'accord? Ou celle-là. Donc c'est ce qu'on appelle une cave. C'est ce qui nous garantit une immersion totale. D'accord? Donc ici, en utilisant des écrans qui soient plats ou sphériques ou courbés, c'est une immersion partielle. Parce qu'on se rend compte de ce qui se passe à côté. Par contre, quand on utilise une immersion totale, on est plus dans des caves. Sinon, on va être sur des affichages montés sur la tête. D'accord? Head-mounted display. Dans les affichages montés sur la tête, on a donc les casques comme HTC, Oculus, d'accord, bon, le Gear VR. Donc ça va être des casques, d'accord, qui sont plus des casques. Donc on a un système qui est embarqué, d'accord, sur le casque. Après, on a des casques de type VR Box où on a, c'est le téléphone, le système qui est injecté donc à l'intérieur. Donc il y a ce qu'on appelle des lentilles, d'accord. Donc, le téléphone va projeter deux images et à l'aide de lentilles, euh, la vision stéréoscopique ou la vision en 3D va être calculée. Donc, tout ça, on va le voir euh, plus tard, d'accord, la vision stéréoscopique. Donc voilà. On peut aussi avoir les Headspace. Donc là, vous voyez, c'est une tablette. On va en 3D à travers la tablette, bien sûr, avec les euh, lunettes adaptées. D'accord? Donc, quand on sera affichage, donc à la fin, je vais vous montrer euh, le casque Oculus Quest 2. C'est le plus moins cher du marché. Oculus, ça, le marché Oculus, bien sûr. Après, vous pouvez trouver même des casques Intel qui sont dans les 160 euros. Alors, Oculus, il est dans les 250 $. Le Quest 2, hein, il est dans les 250 $. Après, vous pouvez trouver des casques moins chers, comme des casques Intel. Voilà. Donc, c'est ce qui me vient par la tête. Je sais que Intel, il est autour des 160-150 euros. Donc, on va dire assez accessible. Donc là, on est arrivé en fait à avoir des casques grand public qui sont plus ou moins accessibles. Des questions? Donc je disais que pour le TP, je vais vous ramener l'Oculus Quest 2 pour vous montrer comment l'utiliser, d'accord, et le rendu qu'on peut avoir avec ce dispositif d'affichage. Bâtir, d'accord, un bâtiment spécial qui va accueillir la cave et le dispositif lui-même est très très cher. Donc cave, il y en a même pas chez nos voisins. Bon, apparemment j'ai des problèmes de connexion, donc de toute façon c'est tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions?
Les autres, Madame, est-ce que vous pouvez nous envoyer les cours PDF? quand on avancera plus, je vais vous envoyer le tout parce que je ne peux pas vous le donner en morceaux. D'accord? Quand on sera en milieu de semestre, je vais vous envoyer tout le polycopie. Ok, donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous dis bon courage pour ceux qui restent. Au revoir. Merci.